Direction les quartiers asiatiques de Paris où se croisent des ressortissants et descendants de nombreuses communautés d'Extrême-Orient. Dans ce numéro des Arts de Vivre, focus sur Chinatown dans le 13e arrondissement de Paris. Ce quartier dit chinois est le plus grand d'Europe continentale, même si on y trouve des éléments de la culture vietnamienne, laotienne ou encore cambodgienne. C'est un lieu de rencontre sociale et culturelle où Asiatiques et Européens se retrouvent autour des restaurants, marchands de bibelots, magasins de prêt-à-porter et commerces d'alimentation. Caché dans une petite rue, à l'intérieur d'un parking, se trouve un temple bouddhiste. Une pièce avec plusieurs autels dédiés à Guanyin, une déesse populaire qui protège les plus démunis, ou encore au Bouddha lui-même. On dit que les temples sont cachés. Je ne dirais pas qu'ils sont cachés, je dirais plutôt qu'ils ne sont pas visibles. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Caché, ça sous-entendrait que c'est volontaire, hein, alors que les temples de quartier ne sont pas à même le trottoir. Je pense que c'est pour des raisons budgétaires. Hein. Thuy propose des visites du quartier. D'origine vietnamienne, elle est arrivée en France à l'âge de 5 ans. Comme elle, dans les années 70 et 80, des dizaines de milliers de résidents de l'ex-Indochine ont pris des bateaux de fortune pour fuir le conflit et les dictatures. Parmi ces boat people, nombreux sont ceux qui ont trouvé refuge aux Olympiades, un tout nouveau quartier bâti dans les années 70 et touché de plein fouet par la crise économique de 73. Juste là, au-dessus du centre commercial, tout ceci c'était vide ou presque. De l'autre côté, il y avait de très nombreux réfugiés à recaser. C'était une opportunité des deux côtés, mais comme c'était quand même cher, hein, eh bien, ils se sont mis à plusieurs familles pour habiter les logements. Aujourd'hui, le quartier chinois du 13e arrondissement reste le centre historique de la communauté asiatique à Paris. Mais c'est à Belleville, dans l'Est parisien, que la communauté chinoise trouve un nouvel essor. Or, ce quartier, au carrefour de 4 arrondissements, est confronté à des problèmes de délinquance. Le malfaiteur est passé par 19e ou 20e, côté 20e. Ça devient quoi? Ça devient que pour les polices, pour eux, ça devient beaucoup plus compliqué pour que administratif pour les papiers, pour les remplir. Ça ne fait beaucoup plus compliqué, ça fait 3 fois plus de boulot par rapport qu'il restait inarrêté dans son quartier. Depuis 3 ans, une brigade spécialisée surveille le quartier. Elle encourage les habitants à porter plainte, notamment avec des formulaires en chinois. Les résidents et commerçants sont souvent des migrants venus de la région de Wenzhou, une partie pauvre de la Chine située à l'est du pays. On vient de toute la région parisienne pour faire ses courses dans les nombreuses épiceries et supermarchés chinois, sans oublier les restaurants comme celui-ci, ouverts depuis tout juste un mois. Les clients ne sont pas tous asiatiques. C'est très varié, il y a de tout type d'origine, comme chinois, vietnamiens, il y a des touristes aussi, des Français, il y a beaucoup de bureaux, et puis il y a des Africains, il y a tout, quoi. Donc eux, ils aiment bien la cuisine chinoise. Quelques rues plus loin, cette association fait le lien entre la culture française et chinoise. Ici, une trentaine de bénévoles donnent des cours de français à des migrants qui sont parfois en France depuis plusieurs années. Certains viennent parce que voilà, les enfants grandissent, il y a besoin de les accompagner à l'école, il y a besoin de les suivre, et les enfants parlent français, et à la maison on ne parle que chinois. Et d'autres viennent parce qu'ils ont besoin de travailler aussi, et qui veulent sortir du cadre communautaire pour le travail. Grammaire, prononciation, découverte de la culture française, des clés indispensables qui leur permettront de faciliter leur démarche d'intégration. Les Européens commémorent cette année le centenaire du début de la Première Guerre mondiale, mais en Afrique, cette période a aussi entraîné de profonds changements. L'Allemagne notamment a perdu les colonies qu'elle détenait sur le continent. Un exemple, la Namibie, appelée autrefois le Sud-Ouest africain, est passée dans les mains des Sud-Africains juste après la guerre. Alliés des Britanniques, les Sud-Africains avaient battu les Allemands sur le terrain et Pretoria administrera la Namibie jusque dans les années 90. Un siècle plus tard, que reste-t-il de ce passé colonial allemand et de la communauté germanophone de Namibie? Élément de réponse dans ce reportage.
Sur l'autoroute qui borde le désert du Namib, un signe indique des chevaux sauvages. Ce sont les seuls du continent africain. Ils seraient les descendants des montures des soldats allemands de la Première Guerre mondiale, venus défendre la colonie que l'on appelait le Sud-Ouest africain. C'est en tout cas l'histoire que racontent sur place tous les guides touristiques. Bernd est né en Namibie. D'origine allemande, c'est un passionné de la période coloniale. Il rêve de rénover le camp qui abritait les prisonniers allemands jusqu'en 1920 et dont il ne reste que des ruines. Il habite à Aus, un petit village où l'on trouve encore les vestiges des porte-canons allemands. Les batailles ici contre les soldats sud-africains alliés des Britanniques ont été dures, la défaite allemande inévitable. La machine de guerre sud-africaine avait au moins 10 ans d'avance, comparé au matériel que les Allemands utilisaient ici. Ils pouvaient transporter leurs armes, leurs canons de manière motorisée, alors que les Allemands dépendaient de leurs chevaux, de leurs animaux de trait. Les Sud-Africains étaient vraiment bien plus mobiles. La route pour beaucoup s'est arrêtée là. La campagne du Namib s'est terminée en 1915. Et si les historiens aujourd'hui la reconstituent, c'est parce que c'est sans doute l'une des périodes les plus méconnues de l'histoire coloniale. Andreas est namibien depuis 3 générations, son grand-père a fait la guerre, la capitulation a choqué toute la famille. Que l'Allemagne puisse perdre ses colonies, ça a été un choc immense pour tout le pays. C'est une chose que de perdre la guerre en Europe, mais personne n'imaginait que Berlin perdrait en plus ses colonies. Et puis c'est tombé comme une évidence, et les Allemands se sont rendus compte d'un coup de l'ampleur de cette perte, tant au niveau stratégique qu'économique. En fait, l'Allemagne a vraiment perdu sur tous les plans. Les Allemands savaient qu'ils perdaient une colonie très riche. Les premières villes minières venaient tout juste de voir le jour. Le pays était bourré de diamants. Dotée des plus importantes réserves du monde, la Namibie vit encore sur ce trésor. Malgré leur défaite, les Allemands sont restés dans le pays. 25 000 Namibiens sont aujourd'hui d'origine allemande. Et parmi les plus vieilles familles, les Woermann et Brock, qui gèrent aujourd'hui une chaîne de supermarchés. Nous avons retrouvé les descendants de cette famille historique. Ils vivent modestement dans une petite maison à Swakopmund. Leurs ancêtres détenaient jadis un empire maritime qui avait le monopole du transport sur toutes les colonies allemandes en Afrique. Un siècle plus tard, il ne reste plus rien. Les quelques navires qui nous restaient encore après la guerre, on a dû les céder. Ils ont été confisqués, disparus, d'un coup. Vous savez, c'est mauvais pour les affaires que de perdre une guerre. Une mauvaise affaire, d'autant qu'on demande aujourd'hui aux perdants de rendre des comptes sur cette épopée coloniale qui a été sanglante. À l'ouest du pays, l'île aux requins a été transformée en camp de camping. Mais chacun sait qu'elle servait jadis de camp de concentration. Juste avant la Grande Guerre, les soldats allemands ont exterminé 80% de la population d'ethnie Herero. Une plaque commémorative rappelle ce que certains qualifient de génocide. Si dans les rues de Windhoek, la capitale, l'ambiance pour attirer les touristes est bon enfant, les représentants de la communauté Herero réclament toujours des réparations au gouvernement allemand. Les excuses, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que nous avons des preuves claires et nettes de ce qui s'est passé à l'époque. De plus, de nombreux groupes ethniques, comme le nôtre, qui de par le monde ont été massacrés comme nous, eh bien ils ont reçu des compensations. Nous y avons droit. Et je sais bien que ce n'est pas quelque chose qui arrivera tout de suite, ni même demain. Ça prendra encore du temps, mais j'ai bon espoir. Lentement mais sûrement, les Namibiens redécouvrent leur passé. Et ce via leur patrimoine laissé par les colons allemands. Ce château, par exemple, appartenait à un militaire venu mater les révoltes Herero et qui a été tué en 1914. Transformé en musée, il sert désormais de leçon d'histoire. Nos jeunes générations ne savent pas ce que contient notre passé. Les événements qui ont eu lieu dans notre propre pays. Alors ce château-musée nous offre un cadre idéal pour raconter notre histoire à la jeunesse. C'est vraiment quelque chose de très important. Le temps ne s'est pas arrêté en Namibie. Et l'histoire est en train d'être réécrite pour qu'on sache enfin ce qu'il s'est vraiment passé il y a exactement un siècle.
Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et très bonne soirée. Bonne soirée.